Alors, aujourd'hui, on va entrer plus précisément, plus en avant dans la théorie de René Girard, qui comporte trois hypothèses, hein. On en a besoin pour continuer d'étudier la religion et la laïcité comme deux choses qui sont profondément liées. On pourrait même dire que le libéralisme n'est même pas forcément une théorie, c'est plutôt l'inscription dans la littérature d'un état de fait qui est profondément lié à la révélation religieuse et à la laïcité. Alors, aujourd'hui, on va voir dans cette 8e vidéo, on va examiner trois choses. Bon, d'abord, la première hypothèse de René Girard, qui est une hypothèse anthropologique, c'est-à-dire sur les origines de l'humanité et des sociétés humaines ou des cultures, ce qui revient au même, à travers le rapport entre modernité, crise et tradition. Alors, comment expliquer l'ordre social Comment expliquer l'ordre social? C'est simple, nous dit René Girard, dans sa première hypothèse, qui est l'hypothèse du bouc émissaire. L'ordre social, bien c'est la crise. La modernité, alors qu'est-ce que c'est que la modernité? Bien alors la modernité, c'est que par rapport à la tradition, la modernité, c'est la crise qui ne s'arrête pas. On peut dire que dans les sociétés anciennes, dans la société sacrée, la crise est cyclique, elle est régulièrement résolue par le sacrifice qui est la même chose que la mise à mort. Tandis que pour la modernité, la crise n'est pas cyclique, elle est chronique, elle est permanente. C'est-à-dire que on pourrait définir la modernité comme une crise qui ne s'arrête pas. Voilà, donc quand on s'interroge sur qu'est-ce que la crise aujourd'hui, on pourrait dire on pourrait reformuler la question, ça reviendrait exactement au même. Qu'est-ce que la modernité moderne? Cela veut seulement dire que la crise ne cesse pas, elle se répète constamment. Elle n'est pas interrompue par un sacrifice, par une mise à mort. On voit que notre époque est moderne, mais pas complètement moderne, puisqu'il y a quand même des grands retours du cycle sacrificiel, notamment à travers des homicides ou des mises à mort régulières, il y en a encore. La crise de cyclique dans le monde moderne devient alors permanente. Alors pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que il manque au monde moderne justement les freins traditionnels qui empêchent la crise, tout simplement. C'est-à-dire qui empêchent la crise de survenir, qui empêchent la crise de survenir, et donc qui empêche un nouveau cycle d'ordre et de paix de recommencer. En gros, on pourrait caractériser la société moderne comme une société en constante érosion. Cette érosion est tout simplement due au fait qu'il est interdit d'interdire et que le rôle des interdits n'est pas d'organiser la répression du point de vue d'un père dictateur ou d'une mère castratrice. Non, ce n'est pas ça. Le rôle des interdits, c'est tout simplement que chacun se tienne à sa place de façon suffisamment contraignante pour qu'il ne puisse pas y avoir la perte des différences dans l'ordre de la société qui conduit immanquablement à la crise. Il y a ici disons, quelque chose qui relèverait d'une sorte de pessimisme sur la nature humaine, puisqu'on ne croit pas qu'au départ, l'homme était bon et généreux, puis que ça allait s'imposer à lui les formes sociales répressives. Donc, auquel le monde moderne essaierait desquels le monde moderne essaierait de se débarrasser.
Alors voilà, donc dans ce sens, moderne succède bien à traditionnel, effectivement, parce que dans le monde traditionnel, il y a cycle, hein. Il y a sacrifice, ordre, crise, resacrifice, ordre, crise. Alors donc on voit bien que on a vu donc que ces freins traditionnels sont ceux de la religion, c'est-à-dire c'est en fait un système d'interdit, et ce système d'interdit c'est la culture, c'est la même chose que la culture. Et la modernité, eh bien, c'est tout le contraire, puisque on a vu dans les vidéos précédentes que la modernité, c'est interdit d'interdire et considérer la religion comme quelque chose qui freine l'avènement du paradis, quelquefois même du paradis perdu, puisqu'on pense même parfois que le départ était l'Éden où tout le monde vivait heureux et en paix. Donc c'est la première hypothèse de René Girard, le bouc émissaire, c'est clair. Le bouc émissaire chez René Girard, c'est un mécanisme de convergence de la brutalité et de la violence de tous contre tous, qui convergent vers un seul, par mimétisme bien sûr. Hein, c'est toujours le mimétisme qui est au centre disons, du champ du réel, que n'importe quel réel d'ailleurs, puisqu'il faut rappeler qu'il y a dans image, il y a imitation. Et donc l'origine des interdits, c'est l'origine de la religion, et l'interdit est la loi. L'interdit est la loi. Sauf que cette loi ne vient pas du Parlement. La loi, elle vient du premier bouc émissaire, celui qui a fait converger la violence sur lui et celui qui passe pour être à l'origine de la transgression. Et évidemment, cette transgression, c'est la première loi, c'est-à-dire c'est le premier interdit. Ce qu'il a fait et qui a apporté la crise dans le monde des hommes, eh bien, il ne faut pas le refaire. Ce qu'il faut refaire, en revanche, c'est répéter la mise à mort qui a conduit au retour de l'ordre. C'est ça, il y a toujours quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire dans l'interdit. Ce qu'il faut faire, c'est le rituel qui ramène l'ordre social, c'est-à-dire qui ramène, c'est la mise à mort de celui qui a transgressé, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que celui qui a transgressé précisément a fait. Alors la première hypothèse nous dit donc ceci exactement. La loi est née du lynchage. Elle est née du lynchage du bouc émissaire. Et évidemment, en général, le bouc émissaire, on va le chercher du côté de celui ou celle qui ne pourra pas se venger. Donc c'est généralement un étranger ou une étrangère, puisque c'est celle qui n'a pas de famille dans le coin, ou c'est évidemment quelqu'un qui porte un stigmate. Par exemple, ça peut être quelqu'un de très beau ou quelqu'un de très laid. Ou quelqu'un d'handicapé qui a qu'un œil, qui boite, le boiteux, Oedipe. Donc voilà, la loi est née de la charge de cet individu qui passe pour être, qui fait converger à un moment donné la violence du tous contre tous, qui est la crise. Hein, il y a la crise économique, tout ça c'est la même chose. C'est avant tout la perte des différences. C'est donc ça qu'on appelle le mécanisme victimaire, le mécanisme du bouc émissaire, qui est la première hypothèse fondamentale de René Girard, hein, qui, dans sa théorie, fonctionne avec une autre hypothèse, qui est l'hypothèse du désir mimétique, et une troisième hypothèse, l'hypothèse de la révélation. Pourquoi on s'en est rendu compte et qu'est-ce qui affecte nos sociétés modernes? Eh bien, c'est le fait précisément qu'on s'en rende compte et qu'on ne puisse plus échapper à ce savoir par de nouveaux sacrifices ou trouver ce genre d'évacuation facile à notre violence. Donc c'est cette violence du tous contraint. C'est la loi nomme exactement ce qu'il ne faut pas transgresser. La première d'entre toutes les lois, ça il faut aller voir mes vidéos précédentes, et d'ailleurs la nécessité d'obéir à un Dieu. Hein, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est la définition de l'universalisme. C'est tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi, c'est-à-dire en réalité
il y a la première loi, et si on transgresse cette loi, eh bien, tout va recommencer. Et si on transgresse d'ailleurs une loi, tout va recommencer, puisque ce qui est menacé dans la transgression, c'est l'ordre social. Et qu'est-ce que c'est l'ordre social? C'est la différence qui nous protège les uns les autres contre, on verra, le désir et le désir mimétique. C'est le désir qui est dangereux. Il n'est pas dangereux en soi, il est dangereux parce qu'il est mimétique, c'est-à-dire qu'il conduit à des conflits. Et c'est précisément le problème posé à toutes les sociétés, c'est le conflit et la violence. C'est pas par pur plaisir de pervers de contraindre les individus et de les faire vivre dans le malheur, c'est qu'il y a vraiment un problème avec le conflit, et on le voit d'ailleurs partout, hein, c'est le problème. C'est tout ce qui empêche les groupes de s'organiser ou de rester organisés ou de ne pas se dissoudre. À la crise, vous allez dans la crise, tous vous prendre pour des dieux les uns pour les autres, vous allez vous fabriquer des idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devenir vaniteux, orgueilleux, rivaux, vous allez en réalité profondément imiter les désirs des uns des autres. Et, et cette crise va aboutir à la violence généralisée et à des mécanismes de lynchage, de bouc émissaire. Hein. Donc, le premier commandement, ben, c'est celui de respecter l'universalité. Donc, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais bon, ça c'est au niveau de l'Ancien Testament, mais c'est peut-être pas au niveau ça j'en sais rien, hein, c'est pas au niveau des sociétés plus archaïques. Je sais pas quel premier interdit est sorti du premier lynchage. C'est une question en soi, dans laquelle je ne vais absolument pas rentrer. Je voudrais simplement faire remarquer que tu n'auras qu'un seul Dieu, c'est la définition de l'universalisme. Oui, voilà, et un Dieu pour tous, le même pour tous. Donc la première transgression pour nos sociétés laïques serait de ne pas se référer à la loi et au principe de la loi commune, l'universalité. Donc première hypothèse de René Girard, la première loi est produite par la crise. Et la crise, c'est la violence de tous contre tous. Hein. On revient à la violence. C'est pas du tout abstrait, c'est pas du tout parce qu'il y a un pape dictateur qui veut nous imposer des choses. La religion, c'est d'abord le problème. La religion, le problème c'est la résolution d'un problème, et ce problème, c'est la violence. Et plus précisément, la perte des différences, c'est-à-dire la perte des protections qui empêchent les individus et à la société de s'effondrer. Et s'effondrer dans quoi? S'effondrer dans la violence. Parce que la crise nous rend tous semblables. Et pourquoi? Parce qu'on s'imite tous, et que donc on imite les désirs des uns des autres. Et en imitant les désirs des uns des autres, eh bien, on devient tous semblables, forcément. C'est d'ailleurs dans les mécanismes de violence et de rivalité vus de l'extérieur, on voit, et on nous inspire toujours le sentiment que les individus sont tous les mêmes, finalement. La crise, autrefois, avant que nous soyons capables de comprendre ces mécanismes de bouc émissaire, pourquoi nous sommes capables de les comprendre, c'est la troisième hypothèse de René Girard. La crise, autrefois, au temps des sociétés sacrées, fabriquait des monstres. Aujourd'hui aussi, la crise fabrique des monstres. Mais ça ne marche plus. Il y a toujours quelqu'un qui se lève pour dire « Ah mais non, non, c'est pas un monstre ». Il y a toujours l'avocat du diable. Hein, parce qu'autrefois, au temps des mythes, il n'y avait pas l'avocat du diable. La crise fabriquait des monstres comme elle en fabrique aujourd'hui. Hein. Il y a le méchant, il y a Bachar et le gentil Sarkozy. Il y a la gentille CIA et le méchant Kadhafi. Voilà, c'est les monstres. Et il n'y a pas de dialogue dans ce lieu, mais aujourd'hui, quand même, on a la troisième hypothèse de René Girard qui nous dit, bah, on peut plus non plus, voilà, le méchant Kadhafi, le méchant Bachar, va pas se transformer comme un dragon. On va quand même voir que qu'il appartient au genre humain, même si certains vont le contester, ou que les élites, les réseaux pédophiles qui sacrifient des enfants, ben, ma foi, cèdent ici à une loi plus ou moins de perversion, mais qui appartient au genre humain. Il y a toujours l'avocat du diable qui va se lever, Jacques Vergès, pour dire, bah, voilà,
C'est bon, quoi qu'on le veuille ou pas, c'est pas un monstre. Mais au stade mythologique, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La convergence produit le sacré. Et c'est d'ailleurs ainsi que commence La violence et le sacré, l'ouvrage de René Girard. La convergence, le sacré est ambigu, il est à la fois quelque chose dont on ne peut pas parler, quelque chose qui doit rester en dehors de l'humanité, il est parce qu'il est maléfique, il est dangereux, mais en même temps il est bénéfique. Et pourquoi? Eh bien parce que le monstre, c'est dans sa totalité sacré, donc pas le monstre qui a subi les effets ravageurs de la révélation, celui-là, il est ambigu. Vous voyez, on sait, c'est le type, c'est le lynchage, c'est celui qui a subi le lynchage, qui a d'abord provoqué une forme d'hallucination collective comme responsable de la violence, et puis qui a provoqué l'unanimité de la convergence mimétique du mécanisme du bouc émissaire, et donc c'est aussi celui qui a ramené l'ordre. Et donc on a comme ça à la fois cette vision hallucinée de celui qui porte la crise dans la société, celui qui porte le mal, mais en même temps celui qui apporte la résolution. Donc le monstre est profondément sacré, et il est profondément ambigu. Il est bon et il est méchant, il est maléfique, il est bénéfique. Ça c'est une vision très sacrée. Et c'est surtout de là que va procéder la conscience, ou alors, disons, la forme culturelle, si on ne peut pas parler encore de conscience, la forme culturelle des interdits fondamentaux. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. C'est à travers le récit mythique, c'est à travers cette expérience du bouc émissaire que va se former l'expérience culturelle et le système des interdits qui est la même chose que la culture et qui est la forme originelle de la loi avant que la révélation, dont le mécanisme est décrit par la troisième hypothèse de René Girard, on va aborder, toujours dans le cadre de la réflexion sur l'interdit et le religieux, mais ben, c'est encore trop tôt. Mais on entre proprement parler dans la théorie de René Girard. Donc, mon frère, respecte les interdits fondamentaux, ne te prends pas pour un dieu, le principe d'universalité, ne tue pas et ne convoite pas la femme de ton voisin.